Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'urgence est aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos citoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Ainsi parlait le président Patrice Talon dans son discours d'investiture le 6 avril 2016. Mais 2 ans après, comment se porte le secteur de l'éducation nationale? Comment se positionne-t-il par rapport au programme d'action du gouvernement? Répondront à ces préoccupations sur ce plateau nos 3 invités. Seliman Karimou, il est ministre des enseignements maternels et primaires. Madame Odila Tarasso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et Monsieur Moyo Kapo, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'anime cette émission avec mon collègue d'Éducation, Vital Achotondi. Vital, bonsoir. Bonsoir, Mesmer. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Monsieur le ministre des enseignements maternels et primaires, où en êtes-vous aujourd'hui avec le dialogue social dans ce ministère, monsieur le MAP? Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir à vous et bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous nos compatriotes. À l'heure du bilan, nous pourrions dire, je vais parler du bilan à mi-parcours, que nous avons hérité d'un cadre de dialogue social au niveau du secteur de l'éducation qui est dénommé le Conseil sectoriel pour le dialogue social, qui est un cadre de concertation consistant à prévenir les crises au niveau du secteur de l'éducation. Mais le constat fait que durant des années, le Conseil sectoriel pour le dialogue social s'était toujours réuni en session ordinaire, parfois même en session extraordinaire. Mais le constat est que les crises n'ont jamais cessé dans le secteur de l'éducation. Et depuis 2016, nous avons entretenu dans le même cercle le dialogue social avec les partenaires sociaux. Nous avons tenu toutes les sessions de concertation en ordinaire. Et je dois dire au passage qu'il y a 3 sessions ordinaires dans l'année. Et toutes ces sessions fonctionnent sur le budget de l'État. Donc nous avons tenu toutes ces sessions, nous avons discuté de tous les problèmes, nous avons anticipé suffisamment. Et la dernière session, en ce qui concerne le sous-secteur des enseignements maternels et primaires, remonte à décembre 2017, où nous avons pris connaissance de toutes les préoccupations des enseignants de la maternelle et du primaire. Nous avons planifié, et disons, leur satisfaction. Donc nous attendions le moins à une crise, n'est-ce pas, au cours de l'année scolaire 2017-2018. Cependant, malgré la crise, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué de discuter, d'échanger avec les partenaires sociaux, et ce qui a abouti, n'est-ce pas, dans un premier temps, à la suspension, n'est-ce pas, de la motion de grève de l'intersyndicat de la maternelle et du primaire. Seliman Karimou, certains continuent de croire que le gouvernement et les partenaires sociaux n'ont pu trouver un terrain d'entente pour sortir l'école béninoise de sa somme de lance. Le gouvernement a fait, je dirais jusqu'à présent, preuve de bonne foi. Le gouvernement a tenu à tous ses engagements. Voyez-vous, la question des statuts particuliers des enseignants a fait l'objet de préoccupations particulières au niveau du gouvernement. Ce n'était pas prévu au budget 2018 que quelque chose puisse être octroyé aux enseignants. Cependant, le gouvernement, lorsque le problème a été posé au profit, n'est-ce pas, des mouvements de grève lancés par les centrales et confédérations syndicales, le gouvernement a pris conscience de ce que les problèmes déjà planifiés en ce qui concerne les statuts particuliers pourraient trouver un début de solution. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place une enveloppe pour les 2 ordres d'enseignement, maternelle, primaire, secondaire et autres. Et tout ça a été porté à la connaissance des partenaires sociaux. Et au niveau des centrales confédérations syndicales, les négociations ont évolué jusqu'au niveau où ils ont sorti, n'est-ce pas, et comme question préjudicielle, la rétrocession des salaires défalqués en février 2018. Cependant, le gouvernement continue de discuter, de négocier, et d'ici à là, la porte de sortie va être trouvée. Kako Maouyon, dans l'opinion, est agité le spectre d'une année blanche. Dites-nous, peut-on encore valider cette année?
Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis certain qu'il n'y aura pas d'année blanche parce que cette situation n'est bonne pour personne, pour aucun citoyen. En dehors peut-être de ceux qui sont dans une position de radicalisme excessif. Le gouvernement a pris toutes les mesures possibles pour qu'il n'y ait pas d'année blanche. Nous avons, dans le cadre du dialogue social, au niveau de notre sous-secteur, installé le bureau du Conseil sectoriel pour le dialogue social au sein du ministère même. Ils ont leur bureau physique au sein du ministère. Nous avons, au cours de ces derniers mois, organisé toutes les sessions du Conseil sectoriel pour le dialogue social, sauf bien entendu celle de décembre 2017, où les responsables des centrales syndicales étaient venus, après le lancement de cette session, étaient venus faire disperser ceux qui étaient déjà en session. Nous avons rencontré, lorsque la grève a été déclenchée, nous avons rencontré plus de 6 fois le front d'action des syndicats du secteur de l'éducation. Je les ai rencontrés au niveau même du ministère plusieurs fois. Je les ai rencontrés avec des délégations du gouvernement, plus de 2 fois également. Et les revendications inscrites sur la plateforme ont été examinées, des propositions et des solutions ont été trouvées. Et je pense que le niveau où nous en sommes actuellement est si avancé que l'on ne pourrait plus s'inscrire dans la perspective d'une année blanche. Je pense que dans les tout prochains jours, l'essentiel sera fait pour que nous puissions aller à un dégel total dans ce secteur. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, où en êtes-vous avec le dialogue au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur? Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Bonsoir à toute la population. Nous sommes venus ici pour parler d'un secteur très sensible pour le développement de notre pays, c'est du secteur de l'éducation. Comme vous le savez, l'enseignement supérieur, c'est le haut lieu du savoir, c'est là où on forme les formateurs pour tous les cycles d'enseignement. Et lorsqu'il y a crise, ça nous interpelle tous. Comme les autres sous-secteurs, nous avons aussi le Conseil du dialogue sectoriel. Nous avons tenu régulièrement toutes les sessions en 2017, mais en décembre, il y a eu quelques difficultés dues au fait que bon, l'intersyndicat des universités aurait souhaité avoir plus de rencontres avec moi et également le mouvement de grève déclenché au niveau national. Toutefois, nous avons continué les échanges, nous avons eu plusieurs séances avec eux, nous avons même rencontré le ministre d'État. À l'heure actuelle, il y a une suspension de la grève au niveau de l'université. Les enseignants ont repris les cours, mais comme vous savez, il y a beaucoup de composantes en enseignement supérieur. Il y a les étudiants qui également ont lancé un mot d'ordre de grève. Nous les avons reçus plusieurs fois et ils ont promis lever le mouvement de grève. Nous sommes toujours en train de négocier avec eux et d'ici lundi, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Comme on a dit, comme mes collègues ont dit, personne n'a intérêt à ce que la grève dure et qu'il y ait une année blanche. Et l'année blanche, nous ne l'aurons pas au Bénin. Nous le souhaitons et nous souhaitons l'accompagnement de toute la population pour que les cours reprennent effectivement. Merci. La grève a duré plus de 2 mois au niveau du supérieur. Les cours ont enfin repris, certes. Ben, peut-on gager d'une année académique apaisée? Vous savez, l'enseignement supérieur n'a pas le même schéma de fonctionnement comme les autres zones d'enseignement. Et au moment de la grève, les cours se faisaient en dehors du campus pendant le week-end. Et donc, comme nous sommes dans un système, le système LMD, les cours sont programmés par paquet et les enseignants essaient de tenir les cours. J'ai discuté avec les recteurs. Il n'y aura pas beaucoup d'incidence sur l'année parce qu'ils ont fait une évaluation. Et nous allons peut-être prolonger pour certaines facultés où les étudiants sont vraiment restés totalement à la maison. Nous allons faire quelques semaines en plus, mais je peux vous rassurer la population que l'année ne sera pas blancheuse dans les universités. Après 3 mois de grève presque, quelle est la pertinence de cette année en termes d'acquis de compétences au niveau des enfants? Vous savez, avant que la grève ne démarre, nous avons déjà effectué plus de 14 semaines d'enseignement ou de cours de façon normale. Et selon les normes
lorsque le dégel sera obtenu dans quelques jours, nous l'espérons de la façon la plus totale possible, tout peut être encore rattrapé. De toute façon, nous ne nous situons pas dans une perspective d'année blanche. Oui, d'accord, mais comment cela se passera, monsieur le membre? Est-ce que c'est possible de rattraper 3 mois de grève? On dit généralement que le temps perdu n'est jamais rattrapé. Cependant, nous allons faire l'effort maximum de rattraper le minimum nécessaire. Vous savez, les programmes d'études sont conçus de telle sorte que lorsque vous évoluez jusqu'à un moment donné que vous rencontrez des difficultés, il est possible de faire des réaménagements à l'interne et de mettre en place des programmes spéciaux pouvant permettre aux apprenants d'acquérir le nécessaire avant d'aller au cours supérieur, le nécessaire avant de faire face aux examens. Donc ce travail-là doit pouvoir se faire. Un calendrier scolaire, dans un premier temps, doit être remis en place. Donc le calendrier en cours doit être réaménagé. Si c'est réaménagé, ce serait fait également avec les partenaires sociaux. On va s'entendre pour voir jusqu'à quand on pourrait prolonger l'année scolaire. Le calendrier initial prévoyait le départ des vacances pour le 3 juillet. Voyez-vous, nous avons déjà connu à l'heure actuelle près de 14 semaines de grève. Ce n'est pas évident qu'on puisse rattraper à la fin encore toutes les 14 semaines de grève. Donc, avec les partenaires sociaux, nous allons nous asseoir et nous allons retenir l'essentiel pour ne pas tomber également dans la mauvaise période, n'est-ce pas, de l'année. Ceci, n'est-ce pas, ne concerne pas encore les examens scolaires qui vont également se dérouler dans la période, mais qui vont connaître aussi quelques décalages. Mais il est possible aujourd'hui, un travail technique est déjà fait et existe aujourd'hui, et avec la participation des partenaires sociaux, nous allons convenir de mettre en place un calendrier scolaire bien aménagé et également un calendrier des examens concours appropriés. Vous comptez réaménager le calendrier scolaire pour les écoles publiques dont les enseignants ont été en grève, mais quid des écoles privées qui sont normalement allées au cours? Tout à fait, je dois préciser que le réaménagement en question ne concerne pas les établissements privés. Parce que ces établissements écoles ont fonctionné normalement tout le temps, ce serait les pénaliser que de les mettre dans le nouveau schéma. En ce sens que les cours ont été déroulés de façon régulière jusqu'à la fin. Les parents d'élèves se sont acquittés de leurs obligations vis-à-vis de ces classes. Et alors, en les mettant dans une prolongation, ce n'est pas tout à fait juste. Donc, le calendrier en cours jusque-là reste valable pour les établissements écoles privés. C'est seulement les établissements publics, n'est-ce pas, qui vont subir les modifications annoncées. Justement, au niveau des établissements publics, la question des vacataires reste un coût supplémentaire, M. Kapou-Maounion. Oui, c'est pour cela que le calendrier qui sera réaménagé ne sera pas appliqué aux établissements d'enseignement privé. Pourquoi? Parce que c'est des établissements qui ont fonctionné normalement, comme vient de le dire le MEMP, mais pour les examens qui seront plus ou moins décalés, ils ont leur système. Ils connaissent cette situation-ci, c'est-à-dire que lorsqu'arrive le moment, ils arrêtent les élèves et quelques semaines avant les examens, ils les reprennent pour une sorte de remédiation et tout rentre normalement dans l'ordre. Maounion Kapou, il se pose un problème. Comment maintenir les vacataires à l'école? Pour l'école privée ou pour l'école publique? Pour l'école privée. Pour l'école privée. Il se pose un problème de coût. Non, la question est la suivante. Lorsque le public est en grève, le privé continue de faire les cours. Donc, ils épuisent complètement les programmes. Et eux, ils respectent le calendrier initial qui est en cours d'exécution jusque-là. Mais lorsque les examens seront décalés, les établissements privés d'enseignement ralentissent ou arrêtent plus ou moins les enseignants vacataires et les reprennent quelques semaines ou un ou deux mois avant les examens pour la remédiation en question. Cela est faisable et cela s'est fait déjà plusieurs fois. Mais en termes de coûts... Mais tous n'en ont pas les moyens. Non, il y a une programmation interne au niveau de chaque établissement privé. C'est-à-dire qu'ils ont prévu cette situation. C'est vrai que c'est une situation dommageable pour les établissements privés, mais ils arrivent toujours à se rattraper tout en maintenant un enseignement propre.
à ce niveau-là. Quelle est aujourd'hui votre marge de manœuvre en réalité? Si nous avançons vers la saison pluvieuse, il y a des zones difficiles d'accès où en saison pluvieuse, il n'est pas possible d'aller au cours. Quelle est votre marge de manœuvre réellement pour réaménager ce calendrier aujourd'hui? Nous ne sommes pas encore en très grande difficulté par rapport au réaménagement du calendrier. Il y a une très grande marge parce que lorsque nous avons déjà effectué plus de 14 semaines de cours normal, nous avons en réalité besoin, là où on est là maintenant, d'environ 14 semaines encore de cours. Et cela est tout à fait possible et tout à fait rattrapable lorsque nous allons démarrer avant la fin du mois d'avril. Lorsque le calendrier réaménagé démarrera avant la fin du mois d'avril, nous serons complètement encore dans les normes pour que nous n'allions pas dans une zone perturbée. Est-ce que vous ne craignez pas le risque d'une liquidation du programme ou quelques bachotages éventuels? Il n'y aura aucune liquidation du programme parce que les grandes vacances initialement étaient prévues pour le 14 juillet. 14 juillet, les grandes vacances pour tout le monde initialement. Donc les établissements privés d'enseignement iront jusqu'en ce moment-là. Or, en ce moment-là, les programmes d'enseignement, lorsque les cours auront repris très bientôt, les programmes d'enseignement prendront fin vers juillet. Donc, on aura probablement un mois pour les examens nationaux. Donc, il n'y aura pas de grandes difficultés selon le réaménagement qui est déjà conçu pour lequel nous allons discuter avec les autres. Un risque que le privé soit plus avantageux que le public qui, lui, n'a pas suivi les cours comme eux? Non, ce sera toujours le même temps d'enseignement. Parce que pour que l'année soit validée, il y a un certain nombre de semaines de cours pédagogiques et d'activités au niveau des devoirs surveillés et au niveau des examens. Mais ce qui est important, là où on est là maintenant, c'est le déroulement des activités pédagogiques. Nous avons besoin d'environ 14 semaines encore pour le déroulement des activités pédagogiques pour que l'année puisse être complètement rattrapée. Dans tous les cas, ces 14 semaines-là pourront être exécutées aussi bien au niveau du public, lorsque cela va reprendre bientôt, qu'au niveau du privé qui, lui, est déjà en train de mettre à exécution ce programme initial. Quand vous parlez de 14 semaines après les congés, on va vers le mois d'août. Est-ce que vous voulez dire que les grandes vacances iront en août? Cela dépendra de ce sur quoi on va s'entendre avec les partenaires sociaux, selon le programme qui sera réaménagé. Alors, Odile Atanasso, au niveau supérieur, nous avons vécu pratiquement une exception. L'UAC était vraiment en mouvement, mais les autres écoles et facultés ont fonctionné. Comment est-ce que l'année sera validée au niveau de l'enseignement supérieur? Comme j'ai dit, le sous-secteur de l'enseignement supérieur, c'est complexe. Et nous avons effectivement des écoles et instituts qui ont fonctionné normalement tout le temps, sauf quelques jours de cours ratés parce que les associations d'étudiants sont venues renvoyer les enseignants et les étudiants des salles de cours. Ce que nous sommes en train d'envisager, c'est que ces instituts et établissements continuent normalement l'année scolaire, mais sur le campus, là où il y a les grandes facultés, où les cours ont été effectivement suspendus, eux, ils vont connaître la prolongation de l'année afin d'avoir le maximum de cours qu'on doit leur donner. Comme j'ai dit, à l'enseignement supérieur, nous savons nous ajuster, puisque nous avons fait des cours samedi, dimanche, puisque c'est des adultes. Donc, une fois que nous nous serons entendus avec l'intersyndicale et également les associations des étudiants, je pense que nous allons lever cette difficulté et également sur le campus, nous pourrons valider l'année. Toutefois, s'il arrivait que le campus, l'UAC notamment, ne reprenait pas le cours, nous allons prendre les grandes décisions qu'il faut. Est-ce que le Bénin peut encore s'aligner sur les programmes sous-régionaux d'examen? Comme vous savez, le Bénin fait partie des pays qui ont respecté jusque-là la date de l'exécution de l'examen du bac à bonne date selon le calendrier de la sous-région. Mais à partir du mois où il y a eu 3 mois de grève, nous ne pourrons plus respecter ce calendrier-là. Et vous pouvez constater que la sous-région, il y a beaucoup de pays qui sont en grève. Donc ça suppose simplement que pour l'année académique 2017-2018, nous aurons une difficulté pour respecter le calendrier de l'UOMOA. Nous allons faire les ajustements et chaque pays cette année pourra faire l'examen selon
ce qui aurait été retenu avec les confédérations syndicales, les étudiants, de manière à ce que les candidats ont le maximum de formation, le maximum de prérequis. On ne va pas exiger le respect du calendrier et bâcler la formation. C'est une formation de qualité que nous voulons, donc nous allons mettre l'accent sur la qualité, quitte à déplacer la date de l'exécution du bac. Alors finalement, est-ce que nous avons déjà quelques dates qui profilent dans les discussions avec les partenaires sociaux? Est-ce que vous avez réaménagé le calendrier? J'ai parlé tout à l'heure de travail technique et qui est en cours et qui est presque prêt. Mais il reste qu'à en discuter avec les partenaires sociaux. Parce que nous ne voulons pas les mettre devant le fait accompli et que cela devienne également un motif, n'est-ce pas, de débrayage. Donc il y a quelque chose qui est prêt, on ne peut pas annoncer maintenant les dates, on attend, n'est-ce pas, se mettre avec eux pour que ce travail. Au cas où nous allons les inviter à travailler et qu'ils seraient dans la logique de blocage, le gouvernement prendra ses responsabilités. Comment le secteur de l'éducation se positionne-t-il par rapport au programme d'action du gouvernement? Quelles sont du moins les réalisations concrètes dans le secteur? 2 ans dans l'éducation, en voici le bilan avec Précieuse Akorolo. Le système éducatif béninois a perdu ses lettres de noblesse, notamment avec la baisse du niveau des apprenants. Cette situation préoccupe le gouvernement béninois. Dès sa prise de pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a mis sur pied une commission pour réfléchir en vue de réformer le secteur. Ces réformes touchent les 3 ordres de l'enseignement. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, de nombreux défis sont relevés. S'agissant de la gestion du temps scolaire, alors l'action forte menée là a été le rétablissement de la législation scolaire. Le rétablissement de cette législation a permis, par des actes administratifs, de faire respecter le calendrier scolaire depuis 2016. Et puis la pré-rentrée est effective. La rentrée scolaire 2017-2018, je crois bien, a eu lieu le 18 septembre. Il y a aussi que le ministre a insisté, a œuvré pour que les actes de mutation et de nomination des enseignants paraissent 30 jours avant la rentrée scolaire, conformément aux dispositions légales. Ça permet aux enseignants de savoir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont mutés pour effectuer à temps la rentrée. En termes de mesures, il y a eu le renforcement des capacités du personnel enseignant. Ça se fait à travers les directions techniques du ministère qui organisent des formations, des visites de terrain en termes de visites de classe, de visites d'inspection dans les salles de classe pour aider les enseignants, pour les encadrer, pour les outiller. C'est un accompagnement pédagogique qui est fait régulièrement depuis 2016, chaque année scolaire. Il y a dans les salles de classe, au niveau des enseignements, la reprise de la pratique de la dictée. La dictée dans les classes et puis la dictée est même intégrée comme matière pour les évaluations. Les cantines scolaires sont également de retour à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré dans les zones en insécurité alimentaire et en sous-scolarisation. Ce projet bénéficie du soutien du programme alimentaire mondial. Plus de 27 milliards de francs CFA serviront à nourrir sur une période de 4 ans près de 352 000 écoliers. Une fois que l'enfant sait qu'il a à manger à l'école, il viendra forcément à l'école. Donc, l'accès à l'école est amélioré en ce moment-là. Alors, puisqu'il sait qu'il trouve à manger à l'école, il va y rester. Il ne va pas abandonner. Donc, le taux de rétention va s'améliorer au niveau de l'école. Puisqu'il est là, il apprend sérieusement à sa manière, à son rythme et à son allure, il va rester durant le temps prévu pour ça. Le taux d'achèvement est amélioré. Son taux de performance va s'améliorer. L'enseignement secondaire et la formation professionnelle bénéficient à son tour de la création de classes sportives. Selon le ministre des Sports, Oswald Omeki, ce projet n'est pas un hasard. Tous les enfants inscrits dans les établissements du secondaire qui manifestent le désir de pratiquer une discipline sportive dans la liste établie peuvent désormais s'inscrire et seront pris en charge par les encadreurs qui seront recrutés, formés et déployés sur l'ensemble du territoire national.
Cette réforme permettra également de détecter des valeurs qui seront utilisées par les clubs dans les différents championnats. Les classes culturelles seront incessamment une réalité dans les lycées et collèges. Le recrutement des enseignants vacataires se fait désormais en fonction des diplômes académiques obtenus dans les facultés publiques ou des diplômes professionnels obtenus dans les écoles normales supérieures. On assiste également à la bancarisation du paiement des salaires et primes de ces enseignants des lycées et collèges du Bénin. Dans l'enseignement supérieur, l'une des réformes phares est l'organisation des examens nationaux de licence et de master pour les établissements privés. Nous avons osé supporter la réforme et elle a eu lieu, l'examen est bien passé et nous avons pris le temps d'observer site par site, période, péripétie par péripétie, ce qui se passait. Et actuellement, nous sommes prêts pour donner notre contribution pour l'amélioration de ce que nous-mêmes nous avons accouché. Si cette réforme ne fait pas l'unanimité des promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, elle sera tout de même mise en œuvre par le gouvernement en août 2017. Une résolution qui vise non seulement à assainir le secteur, mais également à harmoniser les programmes de formation dans les universités. Autant de réformes portées par le gouvernement de la rupture. L'année scolaire 2017-2018 est particulièrement marquée par des mouvements de grève dans le secteur de l'enseignement. Ce bras de fer qui oppose gouvernement et syndicats aura duré presque 4 mois. Merci à vous, précieuse Kouahonou. Salimane Karimou, voilà, retracer de façon sommaire certaines de vos actions, certaines des actions du ministère des Enseignements maternels et primaires. On sait que vous avez mené moult efforts en matière d'accès qualité. Qu'est-ce qu'il convient d'en retenir? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, l'état des lieux en matière d'accès, et là, on se réfère aux infrastructures d'accueil. Aux salles de classe, avait révélé un déficit de plus de 9000 salles de classe. Alors, dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, et selon la planification au plan national, nous avons projeté sur le quinquennat la construction de 6000 salles de classe, ce qui fait une moyenne de 1200 par an. Et si on avait commencé normalement en 2016, vous vous souvenez que le PAG a été lancé en décembre 2016. Alors, de cette période à aujourd'hui, sur les 6000 salles de classe prévues dans le PAG, combien nous avons pu mettre à disposition? Alors, la moyenne aujourd'hui tourne autour de 1500 salles de classe, n'est-ce pas, effectivement réceptionnées et utilisées dans toutes nos écoles et sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que nous avons procédé à une augmentation d'accueil, dans l'ordre de 25% par rapport à ce qui est prévu sur le quinquennat. Et ça, c'est en moins de 2 ans pratiquement, il faut le dire. Ça veut dire que nous avons offert la chance à près de 75 000 écoliers d'avoir accès, n'est-ce pas, à l'éducation, d'avoir accès aux connaissances essentielles. Voyez-vous? Donc, voilà ce qui est fait en matière de construction. En matière de réfection, n'est-ce pas, pour ce qui existe, nous avons prévu dans le programme d'action du gouvernement et la réfection de 1500 salles de classe durant le quinquennat. Là également, un effort considérable a été fait aujourd'hui, en moins de 2 ans, sur les 1500. Nous avons pu déjà réfectionner 650 salles de classe. Et quand je le dis, c'est tout compris. Et mobilier, magasin, bureau du directeur. Voilà en matière d'accès, ce qui est fait de façon concrète. Monsieur le ministre, pas loin de Cotonou, à Togben, il y a encore des écoles qui sont sans toit. Comment est-ce que cela se passe pour que des élèves puissent rester dans des classes sans toit? C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé d'abord de l'état des lieux, d'abord de déficit en matière, disons, de construction. Sur 9000 et quelques, nous avons programmé 6000 en fonction, je vous ai dit, des ressources de l'État planifiées, n'est-ce pas, sur, disons, le moyen et le long terme. Et également, la même chose est valable pour les réfections. Vous avez parlé de, nous avons prévu réfectionner 1500 en fonction des moyens. Vous savez que l'éducation dans son ensemble prend déjà 30% du budget de l'État. Voyez-vous? Et là, les problèmes sont encore là. Et sur les 30%, le ministère des Enseignements maternels et primaires, le sous-secteur prend déjà environ 45%.
Tous les problèmes ne peuvent pas être résolus à la fois. Donc, sur 1500 prévus sur le quinquennat, nous sommes aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, autour de 600 et qui sont déjà réceptionnés. Donc, ça veut dire qu'il en reste et qu'il faut patienter. Et petit à petit, lorsque les ressources vont s'améliorer, nous allons pouvoir satisfaire tout le monde. Il y a encore des classes multigrades au niveau de l'enseignement secondaire. Comment est-ce que l'accès a été amélioré au niveau de ce sous-secteur? Merci bien. Vous savez que lorsqu'on parle d'éducation, il y a un lieu où cela se fait. C'est l'école. L'école nécessite des infrastructures. Et ces infrastructures ont été programmées par le gouvernement. Au niveau de l'enseignement secondaire général, pour les années 2016 et 2018, un certain nombre d'infrastructures scolaires ont été programmées. Il s'agit environ de 1200 salles de classe programmées. Mais à l'heure où nous sommes, nous avons déjà atteint plus de 96% de réalisation de ces infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général. Au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle, il y a la construction de plusieurs lycées techniques industriels au niveau de plusieurs communes de notre pays. Ces infrastructures ont déjà été engagées et cela est visible dans la plupart de ces communes-là aujourd'hui. Ces derniers jours, vous avez dû me voir sur plusieurs chantiers de construction d'infrastructures scolaires où je suis allé moi-même pour voir l'état d'avancement. La plupart de ces infrastructures sont programmées pour être réceptionnées de façon provisoire à partir du début du mois de juin, pour la plupart. Les instructions ont été données aux différents entrepreneurs qui ont eu ces marchés-là pour que cela puisse se faire. Au niveau toujours de l'enseignement technique et la formation professionnelle, il y a la rétention à l'école des filles, puisque nous avons constaté que dans la filière sciences et techniques industrielles, il y a très peu de filles qui s'engagent dans ces filières-là. L'État a prévu de généraliser l'exonération des frais d'inscription pour plus de 2000 filles inscrites dans ces filières-là. Plus de 25 filles ont pu recevoir dans la filière sciences et techniques industrielles les outils d'auto-emploi à ce niveau-là. Lorsque nous revenons à l'enseignement secondaire général, la généralisation de l'exonération a couvert déjà tout le premier cycle de l'enseignement secondaire général au niveau des filles, pour que ces filles-là puissent être retenues à l'école. Il y a également... Dire un peu ce qu'il en est de l'amélioration de la qualité et de l'équité dans votre sous-secteur. Justement, pour améliorer la qualité, il faut d'abord améliorer la formation des formateurs. C'est-à-dire, avant que les élèves ne soient bien formés, il faut que les enseignants eux-mêmes qui leur enseignent ces matières-là puissent être eux-mêmes bien formés. Ce que le gouvernement a entrepris, c'est la formation des inspecteurs. Les inspecteurs, c'est le niveau le plus élevé de l'enseignement secondaire. Ces inspecteurs-là ont été pris en charge par l'école de formation des encadreurs du personnel de l'enseignement national. Environ 25 qui sont en cours de formation actuellement à l'UFPIN, à Porto Novo. Il y a eu également, et cela est très important, la démultiplication, l'inspection de proximité, les inspecteurs pédagogiques délégués au niveau de chaque département avec des matériels roulants appropriés pour qu'ils puissent aller eux-mêmes directement du chef-lieu du département dans les différentes écoles pour inspecter les enseignants. Nous avons également en cours de formation près de 350 conseillers pédagogiques. Ils seront mis en formation dans quelques jours pour le bonheur de l'amélioration de la qualité au niveau de ce sous-secteur-là. Alors, Odile Atanasso, la qualité passe aussi par la construction des infrastructures au niveau du supérieur. Il est un secret de polichinelle que les étudiants prennent des cours sur des briques, etc. Qu'est-ce que vous avez pu faire aujourd'hui dans ce secteur? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons fait beaucoup. C'est vrai que nous n'avons pas en 2 ans
déjà conclu un marché depuis le démarrage d'un marché jusqu'à l'exécution. Nous avons eu le bonheur de terminer tout ce qui a été démarré avant nous. Ce qui fait que nous avons déjà livré, équipé, plus de 7 amphis. Vous avez 3 amphis à l'UAC, 2 à l'Université de Parakou. Nous avons tout le complexe Indi, Isakete et Ketou, livré par le représentant du directeur du Fonds saoudien il y a quelques jours. Donc, tous les rectorats, toutes les universités ont reçu des infrastructures totalement finies, équipées, et il en est de même à l'université d'Abomey, l'université des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc, vous voyez que nous sommes en chantier. Nous avons commandé au niveau du ministère plus de 6000 tables bancs qui sont déjà, une partie est déjà livrée, répartie sur toutes les universités. Nous faisons l'effort d'améliorer le cadre de vie des étudiants à travers la construction des infrastructures. Nous avons construit beaucoup de laboratoires, nous en avons déjà plus de 10 finalisés depuis que nous sommes arrivés. Nous avons des salles de classe de petits effectifs, des salles de classe de 115 places. Nous avons des bureaux construits aussi bien à l'UAC, à l'Université de Parakou, l'Université d'agriculture et l'Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Nous avons fait beaucoup d'efforts en matière d'équipement et d'infrastructure. Nous avons fait beaucoup de choses dans le calme, la sérénité, pas beaucoup de bruit. Et comme je dis, l'administration est une continuité. Nous avons continué ce que les autres ont entamé et nous allons aussi ouvrir bientôt des chantiers que nous avons finalisés au niveau des marchés. Oui, vous avez lancé la modernisation et la professionnalisation des examens et de leur délibération. Et qu'en est-il de son aboutissement? Comme vous avez constaté, nous sommes à l'ère du numérique. Nous avons dématérialisé les examens que nous faisons nationaux au niveau de la direction des examens concours. Nous avons informatisé le système, ce qui fait qu'un examen qui est fait en 2 jours, on peut avoir les résultats parce que le système est informatisé, les inscriptions sont également faites en ligne, l'exécution des travaux se fait à bonne date et tout ça, c'est pour améliorer les résultats, pour améliorer la qualité de l'homme. Comme on a dit, l'homme est le facteur essentiel de la croissance économique. C'est pour ça que le gouvernement du président Patrice Talon a mis l'accent sur l'éducation en y apportant les moyens qu'il faut. Et si vous avez constaté, l'éducation est en bonne place dans le pilier 2, qui est le pilier de la croissance économique. Ça veut dire que sans capital humain de qualité, on ne peut pas avoir de la croissance économique. La question est aussi valable pour M. Morion Kapo, qui lui aussi a lancé la professionnalisation et la modernisation donc, de ses examens. L'avenir d'un pays est confié à ses enfants. Or, si ces enfants-là ne sont pas bien formés, s'ils ne disposent pas de parchemin propre, sans fraude et sans faille, on ne saurait avoir confiance en eux. C'est pour cela que la question des examens est une question fondamentale. Par conséquent, la modernisation de l'organisation des examens a débuté et se poursuit, surtout au niveau où il faut éviter les fraudes. Ce que nous avons surtout constaté, l'une des fraudes que nous constatons souvent, c'est lorsque un candidat vient composer à la place d'un autre candidat. Cela est fréquent dans l'organisation des examens. Et les dispositions qui sont prises à ce niveau-là, c'est de voir physiquement le candidat sur la base de ses photographies inscrites sur la liste d'émargement. Cela a débuté depuis quelques années déjà au niveau de l'organisation du baccalauréat, au niveau de l'organisation du BEPC, cela vient d'être inscrit et cela se poursuit. Et l'inscription en ligne est en cours d'étude pour que, au niveau de l'examen du BEPC, cela puisse se faire aussi facilement pour réduire le temps de l'organisation et faire de grandes économies à l'État pour que les examens ne coûtent plus aussi cher que ce que nous avons actuellement. L'accès au niveau de l'université nous intéresse aussi. En termes d'accès, il s'agit de l'octroi de bourses, il s'agit des inscriptions. Dites-nous par rapport aux bourses, ce que vous avez fait. Il y a des réformes en la matière. Comme je dis, l'enseignement supérieur est en total bouleversement, on est en chantier totalement à tous les niveaux. Et par rapport à l'accès, d'abord je vais parler de la sélection des candidats aux premières années dans nos universités. Nous avons apporté des réformes. À ce niveau, après le bac, que les équipes sillonnent le pays pour faire les orientations. Après l'orientation, les candidats au bac qui ont réussi déposent leur dossier
pour que ça soit saisi sur la plateforme de la Direction générale de l'enseignement supérieur pour leur sélection dans les filières et les entités des universités. À notre arrivée, nous avons trouvé cette approche un peu, je ne dirais pas injuste, puisque tout le monde n'arrivait pas à avoir la bonne information. Nous avons constaté qu'à la rentrée 2016-2017, nous n'avons pu enrôler avec ce système que 25% des candidats qui ont réussi au bac. Nous avons apporté une modification. L'orientation en 2016-2017 faite au cours de l'année et les dossiers ont été déposés juste avant même avant les résultats du bac, ce qui fait que nous avons un taux d'enrôlement de 90%. Donc sur 47 000 inscrits, nous avons eu près de 44 000 dossiers déposés pour les sélections au niveau des universités. Cette année, nous avons changé totalement encore, nous sommes allés un peu plus loin dans la réforme. Nous avons mis en place une plateforme gérée par la Direction générale de l'enseignement supérieur où les étudiants s'inscrivent en ligne avant même d'aller au bac. Le dossier d'accès aux universités est déposé en même temps que le bac, ce qui fait que nous aurons autant de dossiers déposés pour l'accès que autant de dossiers déposés au bac. C'est une conditionnalité pour déposer le dossier, ce qui fait que nous pouvons couvrir 100% d'étudiants pour le dépôt du bac. Des efforts sont certes faits, mais vous avez supprimé la bourse d'études, la bourse d'excellence. Non, ça c'est le premier aspect de la réforme pour l'accès. Il y a la deuxième chose que je peux dire rapidement, c'est l'accès à la bourse. L'accès à la bourse, nous avons aussi apporté des innovations à ce niveau et la bourse est devenue mensuelle. Nous avons fait l'état des lieux, nous avons constaté que les étudiants étaient payés en fin d'année, ce qui pour moi n'était pas acceptable. Nous avons discuté, le chef d'État a donné l'autorisation pour que la bourse soit mensualisée, donc les étudiants reçoivent leur bourse au même titre que les fonctionnaires à date, à partir du 20, peuvent avoir leur bourse. Ce que nous avons supprimé, il s'agit de la bourse d'excellence. Et jusqu'à notre arrivée, la bourse d'excellence était octroyée à ceux qui avaient la mention très bien, et la plupart des étudiants choisissaient d'aller au Canada. Ce que nous avons constaté, c'est que pour toutes les promotions, dans aucune promotion, nous avons un retour des gens que nous avons formés. Et je pense que c'est un investissement de l'État béninois que ces enfants devaient normalement pouvoir rentrer. Et par rapport à ça, nous avons mis fin à la bourse d'excellence directement au Canada parce que l'approche qui était retenue, c'est que les étudiants pouvaient choisir la filière de leur choix, à partir faire la formation de leur choix et décider de rester ou de ne pas rester. Actuellement, nous avons supprimé. Les bourses sont données selon les besoins de l'économie de notre pays. Et si vous identifiez une bourse, une formation qui rentre dans le programme d'action du gouvernement, qui rentre dans les besoins de l'économie, nous allons vous financer totalement, que ce soit à New York, au Canada. C'est que nous avons voulu rationaliser l'utilisation des fonds de l'État et la rimer à notre économie, aux besoins de notre économie. Même les conditions d'accès aux bourses à l'université ont été revues. C'est totalement, ça a été revu. Nous ne donnons plus les bourses parce que vous passez en deuxième année. Nous allons donner les bourses en fonction des besoins de l'économie. Nous avons une approche, nous demandons au ministère sectoriel de nous donner les besoins de cadres dans 3 ans, dans 5 ans. Ils nous ont envoyé leurs besoins. Et nous avons regardé le programme d'action, nous avons identifié les filières qui sont les filières importantes pour faire décoller ce pays. Et c'est en fonction de ça que nous donnons les bourses actuellement. Et ça fait beaucoup de remous, mais je pense que nous devons savoir faire des choix rationnels. Oui. En matière de bourse, il faut aussi en parler dans le secteur de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Il y a au niveau surtout des filières industrielles agricoles, de l'enseignement technique et la formation professionnelle, des bourses qui sont octroyées à ceux qui sont dans ces filières-là. Et depuis 2016 jusqu'à maintenant, le gouvernement a augmenté l'enveloppe de ces bourses-là. Nous sommes passés d'environ 1 milliard pour les bourses à 3 milliards aujourd'hui pour les bourses dans ce secteur. Pourquoi le gouvernement fait ça? C'est que la formation technique et la formation professionnelle est un domaine où nous devons orienter davantage nos enfants et où nous devons les maintenir davantage. Parce que lorsque l'on fait la comparaison entre l'enseignement secondaire général et l'enseignement technique et la formation professionnelle, la différence est de... Lorsque nous avons 100% dans l'enseignement secondaire général, c'est 3% que nous avons au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Or, vous savez que un pays se développe avec une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui devraient fournir cette main-d'œuvre qualifiée à notre pays.
C'est pour cela que la tendance est actuellement en train d'être inversée pour que les enfants puissent davantage s'inscrire non seulement à ce niveau-là, mais également il faut qu'ils aient la facilité d'étudier dans ce secteur. Au niveau de l'enseignement primaire, la question de la qualité, il y a un large déficit d'enseignants dans les salles de classe. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour combler ce déficit? Plus de 1000 enseignants qui manquent dans les classes au niveau du Bénin. Ouais, je vais peut-être clarifier pour dire que le déficit est au-delà de ce que vous déclarez. Et l'état des lieux également, puisque c'est notre référentiel, ça. L'état des lieux a révélé que dans le sous-secteur de l'enseignement maternel primaire en 2016, à l'avènement du gouvernement de la rupture, ce chiffre a plus de 12 000 enseignants. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il y a 12 000 salles de classe qui n'ont pas d'enseignants. Alors, qu'est-ce qui a pu être fait jusqu'à aujourd'hui? Dans le programme d'action du gouvernement pour résorber ce déficit, nous avons inscrit, n'est-ce pas, le recrutement d'un certain nombre d'enseignants par an. Voyez-vous? Et c'est prévu que l'État puisse recruter 3601 par an sur 3 ans d'affilée, selon également la planification au plan national, selon les disponibilités budgétaires également, et que le reste, n'est-ce pas, puisse être couvert à l'avenir. Alors, sur ce qui est programmé pour 2016, il y a eu recrutement des enseignants de façon, disons, systématique par la fonction publique, à travers un concours qui a été organisé en 2016, en fin d'année 2016, début 2017, nous avons recruté 3528 enseignants pour soutenir ceux qui sont en poste. Mais avant ça, lorsque nous avons fait le constat, et nous avons constaté également qu'il y avait des écoles, plein d'écoles qui fonctionnaient en sous-effectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons constaté qu'il y a des enseignants qui étaient titulaires de leur classe, mais qui n'avaient que 10 ou 5 apprenants à encadrer. Au moment où d'autres se retrouvaient avec 120, 80, 90. Donc nous avons fait cette évaluation, nous avons constaté que plusieurs écoles fonctionnent comme ça, surtout dans les complexes scolaires. Alors, la première mesure que nous avons prise, c'était de faire de fusion au niveau des sections scolaires. Cette fusion nous a permis de dégager 3088 enseignants, que nous avons essayé de redéployer dans le système pour combler, dans une certaine mesure, le déficit. Mieux, nous avons découvert au poste sédentaire qu'il y avait certains enseignants qui ont été formés pour enseigner et qui avaient moins de 15 ans de service et qui étaient au poste sédentaire sans être malades. Donc nous avons également redéployé cela sur le terrain après avoir, disons, renforcé les capacités pendant quelques semaines. Ce qui fait qu'en 2 ans aujourd'hui, si nous partons de la base de 12 000, n'est-ce pas, en termes de déficit, nous avons en moins de 2 ans réduit le déficit de moitié. Voyez-vous, nous avons réduit le déficit de moitié et ça va se poursuivre puisque c'est inscrit et on s'organise pour ça, même si ça doit se faire dans un schéma qui permettra aux enseignants d'être effectivement dans leur salle de classe. Là, vous avez, au niveau de l'INFRE, initié une évaluation des enseignants avec l'appui du PME qui a révélé que les enseignants en poste en classe en français ont à peu près une moyenne de 10 sur 20. Est-ce que, à ce prix, la qualité au niveau des transmissions des compétences est assurée? Vous posez un problème de fond. Voyez-vous, au regard des tests qui existent aujourd'hui, dans le sous-secteur, on ne peut pas recruter, n'est-ce pas, dans les classes des enseignants qui n'ont pas reçu de formation professionnelle. Et la base de recrutement aujourd'hui pour être à l'école, il faut avoir le BPC et ensuite il faut avoir le baccalauréat. Actuellement, nous sommes en train de supprimer le volet BPC pour que, déjà, à l'entame, tous ceux qui doivent rentrer en formation puissent être tout au moins détenteurs du baccalauréat. Ça, là, ça va se faire dès la rentrée prochaine. Maintenant, par contre, lorsque nous sommes dans un schéma comme ça, donc nous avons des professionnels qui sont formés. Ceux que nous avons recrutés sont des professionnels. Ceux qui ont été reversés, c'est-à-dire les anciens enseignants communautaires recrutés par les populations formées, dotés de diplômes professionnels qui ont été reversés, sont dans le système aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, de ceux-là. C'est vrai qu'il y a des enseignants, n'est-ce pas, qui présentent toujours des lacunes réelles. Vous avez parlé de 10, de 20. Il y a des enseignants qui ont eu 0 sur 20. Et c'est un certain nombre. Et un travail est en cours pour vraiment sortir tout cela du système, pour mettre en place des enseignants qui ont réellement le niveau, n'est-ce pas, afin de garantir la qualité de ce qui est donné. Mais je dis que c'est un problème de fond et ça va se résoudre sous peu. Salimane Karimou, par-delà l'accès et la qualité, la rétention vous préoccupe et vous avez lancé au titre de l'année scolaire en cours les cantines scolaires qui, 2 ans plus tôt, ont disparu.
Dites-nous, quelles sont les particularités du programme des cantines scolaires que vous avez lancé? La grosse particularité des cantines scolaires gouvernementales relancées à compter de la rentrée dernière est que d'abord on l'a débarrassé de tout ce qui l'empêchait de bien fonctionner, de tout ce qui l'empêchait d'être, disons, d'atteindre le but, c'est-à-dire d'aller directement vers les bénéficiaires. Voyez-vous, le système tel qu'il fonctionnait, disons, permettait à tout le monde, même s'ils ne sont pas des enfants, mais ne sont pas des écoliers, n'est-ce pas, de retrouver son compte, de trouver sa part. Voyez-vous, c'est pourquoi en recherchant, n'est-ce pas, l'approche, nous avons trouvé le partenaire requis, donc nous avons confié la gestion au Programme alimentaire mondial, le PAM, qui est expérimenté en la matière, qui est déjà dans l'alimentation scolaire au Bénin depuis 1975. Voyez-vous, nous avons transféré au Programme alimentaire mondial tout ce qui est lié à la gestion des cantines scolaires. L'État a mis en place un système de suivi et de contrôle. Voyez-vous, ça c'est également une partie, ce qui n'existait pas par le passé. Voyez-vous. Mieux, troisième nouveauté en la matière, c'est aujourd'hui un programme intégré. Intégré en ce sens que il se base beaucoup plus sur, disons, la promotion des produits locaux. C'est-à-dire, les produits qui sont agricoles, qui sont du milieu, c'est ces produits-là qui sont privilégiés, qui sont acquis, ce qui permet aux paysans, aux agriculteurs du milieu de pouvoir avoir de quoi également rentabiliser leur travail. Voyez-vous. Donc ça, c'est la grosse nouveauté en la matière. Mais vous avez constaté tout à l'heure que c'est un programme qui s'étend sur 4 ans au moins et qui est en cours. Nous sommes en première année. C'est vrai qu'il y a quelques imperfections que nous sommes en train de corriger chemin faisant. Justement, il est reproché à ces cantines la qualité des repas servis aux enfants. Comment est-ce que vous travaillez sur cet aspect? Je disais tantôt qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Donc il y a des imperfections qui nous sont révélées au fur et à mesure. Mais dans l'organisation, au plan local, au niveau de chaque école, vous avez un comité de gestion. Vous avez dans le comité de gestion, et parmi des écoliers, n'est-ce pas, un enfant qui les représente et qui contrôle, n'est-ce pas, la qualité du repas qui va être servi, même les conditions dans lesquelles ces repas-là sont, n'est-ce pas, apprêtés avant d'être servis. Voyez-vous. Cependant, il y a encore quelques difficultés. C'est vrai, les rapports ont été faits. Nous-mêmes, nous avons constaté de façon directe qu'il y a encore quelques problèmes au niveau de la qualité à ce moment. Mais ce n'est pas une situation généralisée. C'est des cas éparses, mais qu'on prend au sérieux. Au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, pas besoin de retenir les élèves à l'école grâce à des programmes de cantine scolaire, tant qu'ils sont matures. Mais il se pose un problème d'adaptation de la formation reçue aux besoins du marché. Et c'est justement votre préoccupation, monsieur le ministre. Dites-nous comment vous vous y prenez. Le système initial que nous avons, qui est celui de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, est un système où le profil d'entrée ne correspond pas au profil de sortie. Et le profil de sortie ne correspond pas aux besoins des entreprises ni au marché du travail. À partir de ce moment-là, tout ce que nous formons n'a pas du tout sa valeur dans le milieu ou sur le marché du travail. Il y a eu à partir de ce moment-là une réforme qui est en cours. Et cette réforme-là nous amène à faire une étude diagnostique des infrastructures qui existent dans le domaine de l'enseignement technique et la formation professionnelle, à faire le diagnostic des programmes d'enseignement. Parce que la plupart des programmes d'enseignement que nous avons dans ce sous-secteur datent de 1990. Donc complètement dépassés et pas du tout adaptés au marché du travail. Les formateurs eux-mêmes à ce niveau-là ne sont pas des formateurs dont le profil correspond aux filières que nous avons. Et même les filières que nous avons actuellement ne correspondent pas à ce que nous retrouvons sur le marché. Donc, il y a plusieurs études qui sont actuellement en cours pour que l'on puisse d'abord identifier les filières porteuses, les filières dans lesquelles il faut former les formateurs et les formateurs eux-mêmes, les bourses qu'il faut leur accorder pour qu'ils puissent étudier et venir former nos formateurs à ce niveau. Et aussi les sites sur lesquels il faut construire tel atelier ou tel autre atelier selon toujours les besoins du marché.
Donc, il y a une grande révolution en cours dans ce sous-secteur actuellement pour que nous puissions disposer d'une main-d'œuvre qualifiée. Vous savez, les différents chantiers qui sont ouverts par le gouvernement nécessitent une main-d'œuvre appropriée. Or, cette main-d'œuvre n'existant pas, il faut, dans l'urgence, procéder à des formations de courte durée dans des domaines spécifiques pour mettre à disposition une main-d'œuvre qualifiée pour que cela puisse commencer. Oui, vous l'avez dit, la formation, elle n'est pas suffisamment arrimée justement à l'emploi. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a eu la création des corps de métier pour pallier ce problème. Oui, comme a dit mon collègue, l'économie souffre de main-d'œuvre qualifiée. Surtout que nous sommes dans notre première fenêtre d'opportunité sur du dividende démographique est déjà ouverte. Ça veut dire que nous avons une main-d'œuvre jeune que nous devons mettre au travail pour pouvoir bénéficier des fruits de cette croissance économique de jeunes. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'au niveau de l'enseignement supérieur, nous faisons beaucoup de formations. Le Bénin a le taux d'étudiants le plus élevé par 100 000 habitants de la sous-région. Mais c'est des formations qui ne leur donnent pas une certaine employabilité. Et lorsque nous sommes arrivés au ministère, nous avons fait l'état des lieux et nous avons décidé, après avoir écouté, après avoir fait un rapide tour d'horizon, une petite enquête sur les besoins de l'économie, nous avons identifié des métiers sur lesquels nous allons mettre l'accent. Donc ça veut dire qu'à l'université, nous allons former des Bac+2, diplôme universitaire de technologie, Bac+2 en métier. Nous avons identifié les métiers de l'agriculture, nous allons former des exploitants agricoles. Actuellement, nous avons 16 étudiants totalement pris en charge qui sont en train d'être formés pour devenir des exploitants agricoles. J'ai été les visiter sur le site, c'est vraiment passionnant. Eux-mêmes, ils sont très, très intéressés par la formation. Nous avons identifié au-delà de ça d'autres métiers pour donner une certaine employabilité aux jeunes, pour qu'ils puissent être une main-d'œuvre qualifiée pour accompagner l'économie. Y a-t-il des enseignants qualifiés justement pour conduire ces corps de métier que vous avez créés aujourd'hui? Monsieur le journaliste, je crois que vous avez touché à la grande difficulté de cette volonté d'amener le Bénin sur le chantier du développement, c'est-à-dire les formateurs. Parce que nous avons dit, comme c'est des corps de métier, nous ne voulons pas recycler les enseignants de l'enseignement supérieur pour leur dire qu'il faut aller former. Nous avons effectivement cette difficulté de formateurs en corps de métier. Les étudiants formés en métier que nous avons décidé d'offrir au Bénin, c'est des gens qui sont formés 40% de cours théoriques en première année, 60% de cours pratiques. Et la deuxième année est un cours totalement pratique. Si je prends les agriculteurs, ils sont totalement sur le lopin de terre à partir de la deuxième année. Mais la grande difficulté que nous avons effectivement, c'est les formateurs. Nous sommes en négociation avec certains pays, avec certains partenaires pour nous identifier des formateurs qui vont venir faire la formation des étudiants en même temps former les enseignants. Et aussi, nous avons identifié quelques pays dans lesquels nous allons envoyer des assistants pour avoir une formation de formateurs pratiques et non une formation de formation théorique. Donc, nous sommes en chantier. C'est quand même un gros souci, nous y veillons quand même. Marie-Odile Tanassa, vous êtes très portée sur la qualité, ce qui vous amène à être très regardante sur la formation dispensée dans le privé. Dites, quelle est votre approche pour améliorer la formation dans les universités privées? Nous avons un rôle d'accompagnement, puisque le privé et le public concourent les deux en enseignement supérieur. Et ceux qui sont formés, nos enfants qui sont formés dans le privé, sont des Béninois et doivent accompagner aussi la croissance économique. Et nous avons un rôle d'accompagnement du secteur privé. Nous les avons déjà rencontrés, nous les rencontrons souvent. Après cette grande difficulté à instaurer les examens en licence et en master, actuellement, nous nous sommes entendus. Les examens vont se poursuivre. Nous avons édité un document pour leur dire toutes les étapes qu'il faut pour aller à l'homologation, pour avoir leur corps professoral, pour avoir les infrastructures nécessaires. C'est tous ces aspects-là qui sont notés pour assurer la qualité. Donc, nous travaillons ensemble avec le secteur privé pour améliorer la qualité de la formation, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Vous avez une réforme phare dont vous avez parlé souvent, c'est la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Est-ce que nous pouvons savoir quand est-ce que ce rêve prendra corps? Ou est-il déjà prêt? Oui, nous allons démarrer avec quelques
projet. Nous allons démarrer avec quelques partenaires les cours en 2018-2019. 2 structures vont commencer à travailler dans le design et dans la formation en informatique. Nous avons fini pratiquement les études, le site est identifié. Et il y a eu dépôt de projets, des gens qui doivent, les premiers partenaires qui vont s'installer sur le site. Il y a déjà eu la sélection des dossiers. Nous avons déjà sélectionné 6 dossiers, 6 très bons dossiers. Et d'autres dossiers, près de 7 dossiers sont encore à l'étude. Nous avons même déjà identifié au niveau national des gens que nous pouvons mettre sur le site. C'est un chantier qui va très bien, qui suit le cours. Nous étions un peu pressés pour pouvoir démarrer la 6 en 2018-2019 totalement, mais je crois que ça ne se fera pas à phasage. Mais en 2018-2019, vous pouvez avoir déjà quelques idées de ce que nous voulons faire. Dites-nous de façon concrète comment est-ce que la 6 va fonctionner. La 6, c'est un lieu où il y aura des centres de formation, des centres de recherche et des centres d'incubation. Donc, c'est une plateforme qui allie recherche, formation et emploi. Et sur le lieu, il y aura certaines formations qui seront identifiées, des formations qui n'existent pas, qui sont des formations qui sont pourvoyeurs d'emploi. Et ces établissements vont s'installer sur le site et faire les formations, recruter des Béninois, aussi bien des étudiants de l'extérieur. Et il y aura un accompagnement avec les partenaires qui vont s'installer sur la cité. Et comme on dit, hein, c'est un peu à l'image, comme je dis souvent, nous voulons avoir notre cité à l'image de Silicon Valley, où nous allons faire de la formation de qualité, où les gens qui vont sortir de là vont avoir des projets et alliant recherche et formation, ils vont déjà avoir des projets que nous allons suivre et lorsqu'ils seront à l'étape de maturité, on va les sortir pour qu'ils deviennent des employeurs. Nous avons envie de créer au moins 190 000 emplois à travers la cité d'ici 2030 et beaucoup d'espoir est mis dans cette cité, surtout par rapport aux jeunes. Alors, pour que toutes ces projections ne restent pas des incantations, quelles sont les mesures que vous prenez justement pour mobiliser le financement? Le financement, il y aura beaucoup de partenaires qui viennent. Les partenaires que j'ai dit dont les projets sont déjà sélectionnés, nous aurons plusieurs modèles, des modèles où soit l'État construit, ils viennent délocaliser leur formation. Certains partenaires sont prêts à construire leur infrastructure et faire leur formation pour accompagner le développement. Les modèles économiques sont en train d'être conçus. Nous avons beaucoup de gens qui nous appuient de l'extérieur pour vraiment faire le meilleur choix pour que l'État ne dépense pas beaucoup dans cette cité, mais qu'on puisse avoir le maximum de satisfaction. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, nous avons mobilisé tant. L'État, pour le moment, il n'y a pas encore de financement frais comme ça, mais l'État s'est engagé à financer la première phase, quitte à attirer les autres partenaires après. Profitons, Marie-Odile Atanasso, de cette opportunité pour comprendre le financement des universités publiques au Bénin. La toute dernière fois, le président ghanéen, profitant d'un sommet, a invité les chefs d'État africains à financer, grâce aux collègues de TAS, les universités publiques. Qu'est-ce qui va se faire au Bénin? Nous avons, au niveau de l'enseignement supérieur, réfléchi au financement de la recherche et au financement de la formation. Il faut, comme on a dit, on peut identifier auprès de certaines structures, dans leur rôle de responsabilité sociale, leur contribution au développement de l'éducation. Mais dans le cadre du Conseil national de l'éducation, ce choix-là sera fait, puisque c'est un choix qui concerne tous les ordres d'enseignement qui existent au Bénin. C'est un choix que nous avons laissé au Conseil national de l'éducation qui sera installé dès la rentrée 2018-2019, parce que c'est quand même une décision politique. Et aussi, comme il y a une unicité de caisse, nous ne pouvons pas dire pour l'éducation, nous allons prélever, ce sera une décision nationale et on doit savoir qui doit faire quoi. Toujours est-il que ce que je peux dire, c'est que les sociétés, dans leur rôle de responsabilité sociale, peuvent accompagner déjà, même sans cette loi qui sera prise ou cette disposition, peuvent déjà accompagner tous les sous-secteurs de l'éducation pour améliorer la qualité de l'éducation. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, au cœur des grèves qui minent votre sous-secteur, revient souvent la question de recrutement. Dites-nous, quel est votre plan de recrutement? Vous pouvez nous décliner ce plan? Merci beaucoup, monsieur. Avant d'arriver à la question de comment, je voudrais remonter sur la question du financement
de l'éducation. Je l'avais dit tantôt que l'État béninois consacre déjà autour de 28 à 30% pour l'éducation, ce qui est déjà au-dessus de la norme même prévue par l'UNESCO, qui est de 15%. Et au niveau de la CEDEAO, la norme, la moyenne, est de 25%. Et ajouter à cela l'apport des partenaires techniques et financiers à travers plusieurs programmes. Et malgré tout ça, vous voyez, tous les problèmes que le secteur de l'éducation, de façon générale, rencontre aujourd'hui. C'est dire que le financement classique, budget des États et puis apport des partenaires techniques et financiers, ce financement classique a montré ses limites. Il faut aller vers des financements innovants, comme elle vient de le dire. La question de recrutement, je l'avais abordée tout à l'heure. L'État a programmé le recrutement des enseignants. Et un premier recrutement a déjà eu lieu. Un deuxième est prévu. Un troisième est prévu jusqu'à la couverture totale du déficit. Mais j'avais dit tantôt que ce recrutement va se faire, mais nous sommes en train d'envisager le faire dans un cadre qui permet de faire fonctionner les écoles réellement, un cadre qui permet de maintenir nos enseignants dans les classes, un cadre qui permet aux enseignants de faire le travail pour lequel ils sont payés. Ça, ce travail-là est en cours. Oui, vous insistez sur le recrutement des enseignants, mais qu'en est-il du corps d'encadrement? Parce que justement, nous avons montré avec cette étude que la qualité des enseignants dans les salles de classe pose énormément de problèmes. Comment est-ce que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques accompagnent justement les enseignants à ce niveau? L'état des lieux a montré également en 2016 que nous avons un conseiller pédagogique pour environ 360 enseignants, ce qui est déjà énorme, et que nous avons un inspecteur pour environ 250 instituteurs. Alors, dans le programme d'action du gouvernement, nous avons prévu recruter 50 conseillers pédagogiques par an. Nous l'avons fait en 2016, nous l'avons fait en 2017. Et donc, il y a déjà 100 conseillers pédagogiques qui sont recrutés. 50 sont déjà sur le terrain, 50 autres sont en formation actuellement. Nous avons prévu recruter sur la période 25 inspecteurs par an. Alors, la première année, en 2016, nous n'avons pas pu le faire compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre des statuts particuliers des enseignants. Les mêmes statuts particuliers qui sont objets de la crise de l'enseignement aujourd'hui. Donc, cela n'a pas été possible jusqu'au moment où le comité paritaire de la fonction publique était obligé de nous trouver la porte de sortie et nous avons organisé le concours probatoire pour mettre en formation 17 élèves inspecteurs. On a prévu 25, mais les résultats ont donné ce que nous avons mis en formation. On n'a pas voulu racheter des gens, on a dit tous ceux qui sont dans le seuil de réussite peuvent aller en formation. Voyez-vous? Donc, on est dans la logique de réduire le ratio conseiller pédagogique, enseignant, inspecteur, enseignant. Et ça va se poursuivre. La grève qui est devenue un vrai problème pour l'école peut être un sujet de recherche scientifique, Madame Atanasso. La recherche, c'est le parent pauvre de l'enseignement supérieur. Mais nous sommes décidés à faire de la recherche un secteur très important. Puisqu'on parle d'innovation, on ne peut pas faire d'innovation sans faire de la recherche. C'est la raison pour laquelle nous avons partagé avec les collègues la réflexion sur la mise en place de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Et nous sommes très avancés dans cette réflexion. Nous avons déjà élaboré les AOF et pour montrer comment nous voulons que la recherche soit désormais. La recherche doit être mise dans un cadre global qui fait la synergie entre tous les instituts de recherche. Et comme je dis, nous voulons imiter ce qui se fait dans les tous pays de la sous-région, comme le CNRS en France, le CNRS Mali, Sénégal. Nous voulons aussi que nous ayons un cadre de recherche qui part de la politique élaborée par aussi bien le secteur public que le secteur privé et qui décline cette politique à travers les recherches pour que les résultats de recherche soient valorisés, puissent accompagner le développement de notre pays. Donc à ce niveau, voilà, nous avons beaucoup de réflexions qui sont faites au niveau de la recherche parce que nous voulons lui donner de la valeur. Sans recherche, il n'y a pas de développement. Monsieur Baouniou Kakou, vous avez récemment pris des actes administratifs au sujet du recrutement des vacataires. Et qu'est-ce qu'il convient d'en retenir? Vous savez, l'enseignement secondaire général comporte environ 62 000 enseignants, y compris les vacataires, pour 859 établissements d'enseignement public.
ce qui signifie que les vacataires constituent un poids très important dans l'enseignement secondaire général. Mais à partir de ce moment-là, il est nécessaire d'organiser leur intervention, surtout la façon dont on doit les payer. Parce que ce que nous avons constaté, ces vacataires sont payés par le Trésor public. Lorsqu'ils ont fini les cours et que le point est fait, ce point-là est avancé au niveau des recettes perception pour qu'ils puissent être payés. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un décalage entre ce qui est effectivement fait comme prestation et ce qui est payé. Ce qui a nécessité de la part du ministère de l'économie et des finances des dispositions. Et ces dispositions-là nous ont conduit à la bancarisation des primes ou des allocations des enseignants vacataires. C'est-à-dire quoi? Les enseignants vacataires, pour percevoir, doivent communiquer leurs références bancaires, c'est-à-dire leur relevé d'identité bancaire pour qu'on puisse y virer leurs primes et leurs allocations. Mais c'est ce qui pose problème justement, parce qu'il y a un décalage dans le temps de paiement. Ils font quelquefois 2 mois de cours avant d'être payés une fois. C'est le début qui sera comme ça. C'est le début qui sera comme ça parce qu'on a eu des difficultés au niveau du traitement des informations qu'ils ont envoyées. D'abord, certains établissements ont envoyé avec un grand retard ces renseignements-là. Ensuite, lorsque les renseignements sont arrivés, on s'est rendu compte que certains relevés d'identité bancaire ne correspondent pas effectivement au nom qui est affiché. Ce qui a fait que le ministère de l'économie et des finances a dû retraiter en saisissant chacun de ces éléments-là. Cela a été fait, nous avons invité les responsables syndicaux de ces enseignants vacataires. Ils sont venus voir et ils ont été impressionnés par le travail qui était en train d'être fait. Ce qui a fait qu'on a accusé un grand retard sur le paiement des allocations ou des primes du mois de décembre 2017. Et cela s'est déporté également sur le mois de janvier. Mais actuellement, les dispositions sont très avancées par le Trésor public pour que les salaires ou les allocations de ces enseignants vacataires puissent venir à terme. Je crois que la réflexion ne doit pas rester à ce niveau-là. Elle doit pouvoir se poursuivre pour améliorer l'emploi des enseignants vacataires. Et il y a plusieurs hypothèses actuellement, aucune n'est encore adoptée par le gouvernement et dans très peu de temps, cela pourra se faire pour qu'on ait un meilleur emploi des enseignants vacataires. Il semble qu'il y ait un projet de réforme par rapport au lycée technique. Veuillez nous décliner ce projet. Voilà. Le projet essentiel qu'il y a en cours par rapport au lycée technique, c'est d'abord de savoir ce qu'il est nécessaire d'adopter comme enseignement technique. C'est-à-dire quoi? Quelles sont les filières dans lesquelles il faut procéder à l'enseignement technique? Ces filières-là vont permettre de former quel type d'élèves pour quel marché de travail. Et l'État doit-il continuer d'être le seul à investir dans l'enseignement technique ou la formation professionnelle? Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui pour que l'école puisse devenir entreprise et aussi pour que l'entreprise puisse intervenir dans l'école en octroyant peut-être des bourses à certains élèves, en les suivant et pour que l'entreprise puisse servir de centre incubateur pour les élèves qui sont formés et dès qu'ils seront finis leur formation, ils auront leur emploi qui vont les attendre. Justement, dans ce cadre, le Bénin est actuellement en train d'élaborer le plan sectoriel de l'éducation, un document sur 12 années, au 2018-2030, qui doit cadrer le secteur de l'éducation. Salimane Karimou, dites-nous quel est le contenu de cette réforme essentielle de l'éducation. Merci beaucoup. Je dois pouvoir dire que le plan de développement sectoriel de l'éducation qui était en cours, n'est-ce pas, est arrivé à terme depuis 2015 et un dispositif a été mis en place pour élaborer un nouveau plan. Et nous avons vu ce processus-là bloqué en 2016 et le gouvernement a pris sur lui la responsabilité de relancer la machine. Et la machine a évolué jusqu'à aujourd'hui. On peut vous parler déjà
d'un plan sectoriel de l'éducation post-2015 disponible et qui couvre, comme vous le dites tout à l'heure, la période 2018-2030. En réalité, de quoi il est question qu'on n'a pas de plan sectoriel de l'éducation qui prend en compte tous les ordres d'enseignement, y compris même le non formel. C'est un document, disons, stratégique et en même temps de planification et qui permet d'envisager, n'est-ce pas, tout ce que nous devons pouvoir mettre dans le système éducatif sur une période donnée en termes, disons, de vision, en termes de finalité, en termes d'objectifs et également en termes d'action. Alors, dans le cas d'espèce, le plan sectoriel presque achevé, n'est-ce pas, innove en ce sens qu'il établit désormais une passerelle au niveau de tous les secteurs, au niveau de tout le secteur de l'éducation et ensuite au niveau de tous les types, n'est-ce pas, de formation. Vous voyez, le plan duquel nous sommes en train de sortir a été conçu pratiquement sur une base élitiste. C'est les meilleurs qui émergent finalement. Quand vous avez une cohorte de 1000 qui rentrent dans le système, donc à la fin vous retrouvez environ 300. Donc ce qui constitue de pertes énormes pour l'État. Donc la nouveauté ici, le plan sectoriel rentre dans une logique où toutes les compétences seront prises en compte. Oui, mais est-ce que ce plan prévoit une prise en compte des enfants qui sont hors du système? Parce qu'une étude récemment a révélé, une étude financée par l'UNICEF et conduite par l'Institut national de statistique, qui dit que près de 2 millions d'enfants béninois sont hors de l'école. Et près de 1600 n'ont jamais mis pied à l'école. Qu'est-ce que ce plan prévoit pour ces enfants qui sont hors du système? C'est en cela que je parlais tout à l'heure du volet non formel de la question qui va prendre, disons, la coloration formelle à travers ce plan. Parce qu'il y a le volet éducation alternative qui est inséré dedans et qui s'intéresse à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et par rapport à cette catégorie, au-delà d'aller à l'école, c'est qu'ils ont la chance, même à travers un programme spécial, de retrouver tous ceux qui sont passés par le circuit normal, jusqu'à se retrouver au niveau du supérieur. Et également tous ceux qui sont sortis du système, donc des déscolarisés, que vous le dites là, ces programmes-là leur donnent la chance, n'est-ce pas, de revenir dans le système, quelles que soient leurs compétences. S'ils ne sont pas intellectuellement forts, ils peuvent être manuellement compétents, et faire valoir toutes leurs facultés dans le système. Donc ce plan-là, n'est-ce pas, est conçu sur la base, n'est-ce pas, de l'ODD 4, qui exige que l'on puisse, n'est-ce pas, offrir à tous les enfants, n'est-ce pas, la possibilité d'apprendre toute la vie, quel que soit, n'est-ce pas, leur handicap. C'est pourquoi on parle ici là d'une éducation inclusive et à la fois de qualité. Donc, quand vous lisez le plan à travers, disons, toutes ces rubriques, il n'y a rien à dire, vous allez retrouver exactement tout ce qui est prévu. Et c'est chiffré également. Tout ce que ça doit coûter à l'État sur cette période-là, tout est chiffré. Le gap que cela dégage, qu'il faut rechercher, c'est également prévu. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons donner la parole à chacun d'entre vous pour nous dire un peu les réalisations auxquelles la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement vous a permis d'aboutir dans votre sous-secteur et les perspectives donc, qui s'offrent à votre sous-secteur. Je commence donc par le ministre des Enseignements maternels et primaires. Merci beaucoup. On a parlé des réalisations selon les programmes du début jusqu'à la fin en matière d'accès, le nombre de salles de classe réalisées, le nombre de salles de classe réfectionnées. On a parlé de ce qui est mis dans le cadre de la rétention à travers non seulement le programme de cantine, également les kits scolaires qui sont distribués aux enfants. On a distribué plus de 70 000 kits, n'est-ce pas, sur la période-là pour maintenir les enfants à l'école. On a parlé également de tout ce qui est fait en matière de qualité, les formations initiales, les formations continues qui sont données aux enseignants. On a parlé de ce qui est fait en matière de dotation du système d'enseignants qualifiés. Tout ça là, c'est déjà quelque chose. Et nous sommes bel et bien dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement par rapport au sous-secteur. Et nous sommes même en avance sur ce qui est prévu. Maintenant, par rapport aux perspectives. Voyez-vous, de 90 à aujourd'hui, le système éducatif béninois n'a jamais connu 2 années scolaires apaisées. Si vous réussissez à le faire au cours d'une année scolaire, la 2e année, vous tombez dans une crise. Il va falloir qu'on s'en sorte.
va falloir que l'on puisse vraiment nous asseoir pour dire concrètement ce qu'il faut faire pour que le système éducatif béninois puisse fonctionner convenablement. Kakoma Ouyon, qu'est-ce qu'il faut retenir chez vous comme réforme essentielle et quelles sont les perspectives? Oui, au niveau des réformes essentielles, il faut retenir ce qui se passe dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce qu'à ce niveau-là, le diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure, a montré qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais la réforme doit être une réforme d'abord urgente pour la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et également une réforme avec une vision. Et cette vision-là doit permettre de choisir les filières dans lesquelles il faut offrir les formations afin que nous puissions disposer d'une main-d'œuvre qualifiée. Je dois dire également à ce niveau, puisque vous avez fonctionné selon la base de la dénomination de chacun des ministères. Mais vous avez oublié qu'au niveau de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, il y a le volet alphabétisation. Et c'est un secteur très important. Il y avait en cours dans ce secteur dont nous avons la charge, un programme qui était dispensé. Mais le gouvernement actuel a réorienté ce programme-là avec une nouvelle vision. C'est-à-dire que l'alphabétisation doit être fonctionnelle. Donc, ceux qui sont dans le secteur socio-économique, ceux-là doivent pouvoir bénéficier d'un programme d'alphabétisation approprié pour leur permettre d'être à l'aise dans leur domaine d'activité. Parce que l'éducation doit être le pilier sur lequel le gouvernement doit actionner pour pouvoir aller à une économie performance. Merci, Maouyon Kako. Marie-Odile Atanasso, la même question vous est destinée. Bon, je crois que vous avez écouté ce que nous avons dit. Nous avons beaucoup de réformes pour améliorer la qualité de l'éducation. Je voudrais rapidement vous dire que nous sommes aussi en train de construire l'agence béninoise pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Les documents sont pratiquement validés. Nous allons continuer à donner plus d'employabilité aux jeunes par rapport à leur formation en enseignement supérieur. J'ai tantôt parlé des DUT métiers. Nous allons continuer les réflexions pour faire de l'éducation un système global, une synergie entre les 3 ordres d'enseignement. Nous allons bientôt installer le Conseil national de l'éducation qui va affirmer la réflexion sur l'éducation, faire beaucoup plus de choix osés dans le système éducatif et également pouvoir dépolitiser l'administration du système éducatif, assurer la professionnalisation du métier enseignant ou à tous les ordres d'enseignement. Nous, en perspective, nous allons, à court terme, doter les universités d'infrastructures adéquates. Nous allons améliorer le ratio élèves, nombre de places assises. Nous allons également améliorer le ratio étudiants-enseignants. Ce ratio actuellement est de 92 étudiants pour un enseignant. Nous avons mis en place aussi une nouvelle sélection du corps enseignant et nous avons beaucoup de réformes en enseignement supérieur. L'objectif, c'est l'amélioration de la qualité des formateurs. Comme je dis souvent, la formation va de l'enseignement supérieur à la maternelle, mais les formés vont de la maternelle à l'enseignement supérieur. Merci, chers invités. Merci à vous, Vital Ahotondi. Vital Ahotondi est journaliste, directeur de Éducation. Merci d'avoir assuré l'animation de cette émission avec moi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous pour une autre émission. Portez-vous bien. Bye bye.